Mon corps m'appartient. Tu ne peux rien exiger de moi, dit Tristan, sa voix glaciale alors qu'il se détournait de moi dans notre chambre. Les mots me frappèrent comme un coup de poing, me laissant figé dans la nuisette en soie que j'avais si soigneusement choisie pour l'anniversaire de nos 6 semaines de mariage. 6 semaines. 6 semaines de mariage, et mon mari ne m'avait pas touché une seule fois. Je m'appelle Justine Moreau et à 27 ans, je pensais avoir trouvé mon conte de fées lorsque Tristan Dubois m'avait demandé en mariage au printemps dernier à Lyon. Le mariage avait été tout ce dont j'avais rêvé, une magnifique cérémonie dans un domaine prestigieux de la région lyonnaise, entouré d'amis et de ma famille qui célébraient ce qu'ils croyaient être le début de mon bonheur éternel. Mais alors que je me tenais dans notre chambre cette nuit-là, observant le dos raide de mon mari qui faisait semblant de lire quelque chose sur son téléphone, je réalisai que quelque chose était terriblement, dévastateusement anormal. « Tristan, nous sommes mariés », murmurai-je, ma voix à peine audible. Je suis ta femme. Je veux juste comprendre pourquoi tu ne veux même pas me tenir la main, et encore moins. Ne finis même pas cette phrase, lança-t-il, se tournant enfin vers moi. Ses yeux verts, autrefois si chaleureux et aimants pendant que nous nous fréquentions, ne contenaient plus que de l'agacement. Je t'ai dit que mon corps m'appartient. Le mariage ne te donne aucun droit de propriété dessus. Tu dois respecter mes limites. Le mot « limite » me gifla. Durant les 8 mois où nous nous étions courtisés, Tristan avait été affectueux, même romantique. Il me serrait contre lui pendant les films, m'embrassait pour me souhaiter bonne nuit après nos rendez-vous et me tenait la main lors de nos promenades au parc de la Tête d'Or. Mais dès notre retour de notre lune de miel à Courchevel, une lune de miel où il avait prétexté être épuisé chaque soir, tout avait changé. C'était comme si un interrupteur avait été actionné, transformant l'homme que j'avais épousé en un étranger qui tressaillait dès que je m'approchais de lui. « Ce n'est pas normal, dis-je, ma voix gagnant en force. Les couples mariés ont une intimité. Ils partagent un lit. Ils se touchent. C'est ça, la normalité. » Tristan eut un rire amer. « Tu veux parler de normalité ? La normalité, c'est de respecter les choix de son partenaire. La normalité, c'est de ne pas forcer quelqu'un à un contact physique qu'il ne désire pas, » je le fixai, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Ces mots étaient techniquement corrects. Le consentement était important. Les limites étaient importantes. Mais il y avait quelque chose de profondément malsain dans la façon dont il brandissait ces concepts comme des armes contre sa propre femme. Le Tristan qui m'avait courtisé, qui m'avait murmuré des mots doux sur notre avenir, qui avait semblé si désireux de m'épouser, avait complètement disparu. Alors qu'il sortait de la chambre en trombe, me laissant seul avec ma confusion et mes soupçons grandissants, je pris une décision qui allait tout changer. Quelque chose n'allait vraiment pas dans mon mariage, et j'allais découvrir quoi. Le lendemain matin, j'étais assise à la table de notre cuisine, fixant mon café intact pendant que Tristan s'affairait avec une précision mécanique. Il avait toujours été organisé, mais dernièrement, ses routines semblaient presque obsessionnelles. Il vérifiait son téléphone constamment, sortait pour prendre des appels et avait pris l'habitude de disparaître pendant des heures sans explication. « Je vais rendre visite à ma sœur à Nice ce week-end », annonçai-je, observant attentivement sa réaction. La main de Tristan se figea sur sa tasse un instant avant qu'il n'hoche la tête. « C'est une bonne idée. Tu pars pour combien de temps ? » « Juste le week-end. »« Je vais te manquer, demandai-je, tâtant le terrain. » Il haussa les épaules sans me regarder. « Je me débrouillerai. » Le détachement désinvolte face à mon absence aurait dû me blesser, mais au lieu de ça, il confirma ce que je suspectais. Tristan semblait soulagé chaque fois que je quittais la maison. Pendant que nous sortions ensemble, il détestait que les voyages d'affaires nous séparent, même pour une journée. Maintenant, il encourageait pratiquement mon absence. J'étudiais son profil alors qu'il faisait défiler son téléphone. Tristan était indéniablement beau, grand, avec des cheveux bruns épais et ses yeux verts saisissants qui avaient attiré mon attention pour la première fois dans un café du centre-ville. Il travaillait comme conseiller financier, ou du moins c'est ce qu'il prétendait, bien que je n'ai jamais rencontré aucun de ses collègues ou clients. Quand je l'interrogeais sur son travail, il donnait des réponses vagues sur la confidentialité et le secret professionnel. « Tristan, dis-je prudemment. Je pensais que nous devrions voir un thérapeute de couple.
Cette distance entre nous, ce n'est pas sain. Sa tête se releva brusquement, et pendant un instant, je vis quelque chose traverser son regard. De la panique, peut-être, ou de la peur. Mais ce fut si rapide que je me demandais si je ne l'avais pas imaginé. Nous n'avons pas besoin de thérapie, dit-il fermement. Nous avons juste besoin de temps pour nous adapter à la vie de couple. Tout le monde ne trouve pas son rythme parfait immédiatement. Ça fait 6 semaines, lui rappelai-je. 6 semaines, ce n'est rien à l'échelle d'une vie, répliqua-t-il. Mais sa voix sonnait comme s'il avait répété cette réponse. Cet après-midi-là, après que Tristan fut parti pour ce qu'il prétendait être une réunion avec un client, je fis quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. Je fouillai dans ses affaires, non par jalousie, mais par la conviction grandissante que l'homme que j'avais épousé me cachait des secrets. Son bureau à domicile était méticuleusement organisé, de façon presque suspecte. Ses tiroirs de bureau ne contenaient que des fournitures de base. Son classeur renfermait des documents financiers génériques et son ordinateur était protégé par un mot de passe. Mais alors que j'allais abandonner, je remarquai quelque chose d'étrange. Dans la corbeille à papier, partiellement cachée sous d'autres documents, se trouvait un reçu d'un fleuriste de Monaco. La date remontait à 3 semaines, lorsque Tristan prétendait être à une conférence financière à Genève. Le reçu était pour une 12aine de roses rouges, et au dos, écrit de la main de Tristan, se trouvait un numéro de téléphone avec l'indicatif de Monaco. Mes mains tremblaient tandis que je photographiais le reçu avec mon téléphone. Quoi que Tristan cache, j'allais le découvrir. L'homme que j'avais épousé vivait un mensonge, et je méritais de connaître la vérité. Ce soir-là, j'étais assise dans ma voiture devant l'immeuble de bureau où Tristan prétendait travailler, observant le hall d'entrée à travers les vitres. J'avais appelé son prétendu lieu de travail plus tôt, demandant à parler à Tristan Dubois, pour m'entendre dire que personne de ce nom n'y était employé. L'agent de sécurité à qui j'avais parlé était désolé, mais ferme. Il travaillait là depuis 5 ans et n'avait jamais entendu parler de Tristan. Quand la voiture de Tristan entra dans le parking à 18h, je me tassai sur mon siège, le regardant rester assis dans son véhicule pendant plusieurs minutes, parlant avec animation au téléphone. Même de loin, je pouvais voir que son langage corporel était complètement différent de celui de l'homme froid et distant qu'il devenait à la maison. Il souriait, riait, gesticulait même de sa main libre comme s'il avait la conversation la plus merveilleuse de sa vie. Après 20 minutes, il raccrocha et entra dans le bâtiment, non pas pour se rendre à un bureau, mais au café du rez-de-chaussée. Il commanda une boisson et s'assit à une table dans un coin, sortant son ordinateur portable. Pendant l'heure qui suivit, il parut travailler, mais quelque chose dans la scène me semblait mis en scène, théâtral. Quand il partit enfin, il jeta ce qui ressemblait à de faux documents de travail et rentra à la maison. Je le suivis à distance respectable, l'esprit en ébullition. L'homme que j'avais épousé n'était pas celui qu'il prétendait être. La question était, que cachait-il? Et pourquoi m'avait-il épousé? Quand j'arrivai à la maison 10 minutes après lui, Tristan était déjà sous la douche. Je saisis l'occasion pour examiner son téléphone, qu'il avait laissé en charge sur la table de chevet. Il était verrouillé, mais je me souvins l'avoir vu taper son code une fois, la date de notre mariage. Mon cœur battait la chamade tandis que je tapais les chiffres, et miraculeusement, le téléphone se déverrouilla. Ce que je trouvais me glaça le sang. Des SMS avec une certaine Amandine, remplis d'échanges intimes et de déclarations d'amour. Des photos de Tristan avec une femme que je ne reconnaissais pas, portant tous les deux des alliances, devant ce qui semblait être une mairie. Le message le plus récent, envoyé quelques heures plus tôt, disait « Tu me manques, mon cœur. J'ai hâte de te voir ce week-end. » Toute cette situation est bientôt terminée. La douche coulait toujours lorsque je transférais les photos et les messages les plus accablants sur mon propre téléphone, puis je reposais soigneusement le téléphone de Tristan là où je l'avais trouvé. Mes mains tremblaient si violemment que je pouvais à peine tenir mon propre appareil en regardant les preuves de ce qui semblait être la double vie de Tristan. Quand Tristan sortit de la salle de bain, enroulé dans une serviette et fredonnant doucement, j'étais assise sur le lit, faisant semblant de lire un magazine. Il semblait véritablement heureux pour la première fois depuis des semaines. Et maintenant, je comprenais pourquoi. Il vivait 2 vies, et apparemment, sa vie avec moi était celle qu'il voulait terminer.
Je pense que je vais me coucher tôt ce soir, dis-je, ma voix soigneusement neutre. Bonne idée, répondit Tristan. Et le soulagement dans sa voix ne m'échappa pas, fais de beaux rêves, Justine. Alors que j'étais allongé dans le noir, écoutant sa respiration régulière à côté de moi, je pris une décision qui allait briser nos deux vies. Demain, je contacterai un avocat et je découvrirai exactement qui j'avais épousé. Le cabinet de maître Patricia Leclerc était situé dans le centre-ville de Lyon, occupant le 15e étage d'un gratte-ciel étincelant avec une vue panoramique sur la ville. J'avais choisi maître Leclerc spécifiquement pour sa réputation dans la gestion des divorces complexes. Mais alors que j'étais assise en face de son bureau en acajou, partageant les preuves que j'avais rassemblées, je réalisais que j'avais affaire à quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple rupture conjugale. « Justine », dit maître Leclerc, sa voix grave alors qu'elle étudiait les photos sur mon téléphone. « Ce que vous me montrez suggère une potentielle bigamie. Ce n'est pas seulement un motif de divorce. Cela pourrait être criminel. » Le mot bigamie me frappa comme un coup. J'avais soupçonné une liaison, peut-être même que Tristan m'avait épousée pour des raisons financières, mais la possibilité qu'il soit déjà marié à quelqu'un d'autre ne m'avait jamais traversé l'esprit. « C'est impossible, murmurai-je. Nous avons un acte de mariage. Nous avons été mariés par un officier d'état civil au domaine. Il y avait plus de 200 témoins. Maître Leclerc hocha la tête d'un air sombre. Votre mariage est légalement valide de votre côté, ce qui rend la situation de Tristan extrêmement problématique s'il est déjà marié à quelqu'un d'autre. La bigamie est un crime en France, passible de prison. Elle prit son téléphone. Je vais recommander que nous engagions immédiatement un détective privé. Nous devons déterminer si cette Amandine est bien la femme de Tristan, et si oui, quand et où ils se sont mariés. Si leur mariage est antérieur au vôtre, alors votre mariage est nul et Tristan a commis un délit grave. Quelques heures plus tard, je me trouvais dans le bureau du détective Michel Durand, un ancien policier devenu détective privé, spécialisé dans les escroqueries au mariage. C'était un homme compact d'une 50aine d'années, avec des yeux perçants et une manière directe qui me mit immédiatement à l'aise. J'ai déjà vu des cas comme celui-ci, dit-il, prenant des notes pendant que je lui racontais mon histoire. Le schéma est généralement le même. L'escroc recherche des cibles fortunées, les courtise rapidement, se précipite vers le mariage, puis essaie d'accéder à leurs finances avant de disparaître. Le manque d'intimité est un signal d'alarme. Beaucoup de ces fraudeurs évitent le contact physique car cela complique leur stratégie de sortie. Mais Tristan semblait si sincère quand nous sortions ensemble, protestai-je. Il était romantique, attentionné. Il semblait vraiment tenir à moi. Le détective Durand me regarda avec une certaine sympathie. Ces gens sont des manipulateurs experts, Justine. Ils font des recherches approfondies sur leurs cibles, apprennent leurs intérêts, leur parcours, leur vulnérabilité. Ils deviennent la personne qu'ils pensent que vous voulez qu'ils soient. Il sortit un contrat. Vous devez comprendre que ce que nous pourrions découvrir pourrait être très douloureux. Êtes-vous préparé à la possibilité que tout dans votre relation ait été un mensonge ? Je pensais aux 6 dernières semaines de confusion et de rejet. À l'étranger froid qui partageait mon lit, aux appels téléphoniques et aux absences mystérieuses. Quelle que soit la vérité, elle ne pouvait pas être pire que l'incertitude dans laquelle je vivais. Je dois savoir, dis-je fermement. Quoi qu'il en coûte. Le détective Durand hocha la tête et commença à exposer son plan d'enquête. Il commencerait par des vérifications complètes des antécédents de Tristan Dubois, en recherchant les registres de mariage dans plusieurs pays, et en tentant d'identifier et de localiser Amandine. Il enquêterait également sur l'emploi et les antécédents financiers prétendus de Tristan. Une dernière chose, dit-il, me tendant un petit enregistreur. Si Tristan fait des aveux ou des menaces, nous devons les avoir sur bande. La loi française est stricte, mais dans votre cas, pour prouver un délit dont vous êtes la victime, cet enregistrement sera recevable. En quittant le bureau du détective, le petit enregistreur me semblait lourd dans mon sac. J'étais sur le point de me lancer dans une enquête qui allait soit sauver mon mariage, soit le détruire complètement. Mais pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma situation au lieu d'être une victime passive des manipulations de Tristan. Ce soir-là,
je regardais Tristan de l'autre côté de la table, étudiant son visage à la recherche du moindre signe de l'homme dont je pensais être tombée amoureuse. Il semblait détendu, presque joyeux, engageant la conversation sur sa journée pendant que je mangeais mes pâtes machinalement. Chaque sourire, chaque commentaire anodin, chaque moment de normalité apparente me semblait maintenant une performance élaborée conçue pour me tromper. Quand il s'excusa pour prendre un appel dans son bureau, j'allumai l'enregistreur et le suivis, me positionnant devant la porte. Je sais, mon cœur. Tu me manques aussi. La voix de Tristan traversa la fine porte du bureau, tendre et aimante d'une manière que je n'avais pas entendue depuis notre lune de miel. Toute cette situation est plus compliquée que prévu, mais je te promets que ce sera bientôt terminé. Je me collai à la porte, mon cœur battant à tout rompre alors que j'écoutais ce qui était clairement une conversation intime avec une autre femme. Non, elle ne se doute de rien, continua Tristan. En fait, elle me facilite la tâche en prenant ses distances elle-même. Je crois qu'elle envisage de demander le divorce, ce qui résoudrait tous nos problèmes. Une fois les papiers signés, je pourrai accéder à l'héritage et tout transférer avant qu'elle ne se rende compte de ce qui s'est passé. La cruauté désinvolte dans sa voix me souleva l'estomac. Il parlait de moi comme si je n'étais rien de plus qu'une transaction commerciale. Un problème à résoudre. Le contrat de mariage était un coup de génie, poursuivit-il. Elle était si amoureuse qu'elle l'a à peine lu. Si elle demande le divorce la première année, elle n'obtient rien, mais je récupère la moitié des biens qu'elle a apportés au mariage. Cela inclut le fonds en fiducie que sa grand-mère lui a laissé. Je dus m'agripper au cadre de la porte pour ne pas m'effondrer. Le contrat de mariage sur lequel Tristan avait insisté, prétendant qu'il protégerait nos deux intérêts, était en réalité conçu pour me dépouiller. Il m'avait manipulé pour que je signe la renonciation à mon propre héritage. Je t'aime aussi, Amandine, dit Tristan, sa voix tombant dans un murmure intime. Raconte-moi ta journée. Comment s'est passé le travail ? Pendant les 10 minutes suivantes, j'écoutais Tristan avoir le genre de conversation aimante et attentive que j'avais désespérément désiré de sa part. Il posa des questions sur le travail d'infirmière d'Amandine à Monaco, se souvint de détails sur ses collègues, fit des plans pour leur week-end ensemble. Il était pour elle tout ce qu'il refusait d'être pour moi. Quand il mit enfin fin à l'appel, je retournai sur la pointe des pieds dans le salon et éteignis l'enregistreur, mes mains tremblant alors que je digérais ce que je venais d'apprendre. Tristan ne s'était pas contenté de m'épouser alors qu'il était déjà marié. Il avait orchestré une fraude élaborée pour voler mon héritage. Le contrat de mariage, son rejet de l'intimité, même ses encouragements à mon indépendance, tout faisait partie d'un plan calculé pour me voler et disparaître. Le lendemain matin, alors que Tristan était censé être au travail, le détective Durand m'appela avec ses premières conclusions. « J'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles, dit-il. La mauvaise nouvelle est que Tristan Dubois a épousé Amandine Wilson à Monaco il y a 8 mois, 2 mois avant de vous demander en mariage. Leur mariage est tout à fait légal et documenté. » Mes pires craintes étaient confirmées, mais le détective Durand continua. « La bonne nouvelle, c'est que cela rend votre cas très simple. Tristan a commis le crime de bigamie en vous épousant, et les preuves que vous avez enregistrées hier soir prouvent son intention de commettre une escroquerie au mariage. Nous avons assez d'éléments pour déposer une plainte pénale et faire annuler votre contrat de mariage pour fraude. » Que se passe-t-il maintenant ? Demandai-je, me sentant étrangement calme malgré l'ampleur de ce que je venais d'apprendre. Maintenant, nous allons lui tendre un piège, dit le détective Durand. D'après la conversation que vous avez enregistrée, Tristan prévoit d'accéder bientôt à votre héritage. Nous devons le prendre en flagrant délit. Êtes-vous prête à laisser les choses suivre leur cours encore un peu pour recueillir plus de preuves ? Je pensais à l'homme qui m'avait séduite avec des gestes romantiques et des promesses d'éternité, qui s'était avéré être un criminel m'utilisant pour mon argent tout en aimant quelqu'un d'autre. La trahison était plus profonde que tout ce que j'aurais pu imaginer. Mais sous la douleur, il y avait quelque chose de plus dur et de plus déterminé. Oui, dis-je fermement. Attrapons ce salaud. Le détective Durand avait été minutieux dans la mise en place de la surveillance, mais ce qu'il découvrit au cours de la semaine suivante dépassa même ses attentes. Tristan n'était pas seulement un bigame. Il faisait partie d'un schéma plus large d'escroquerie au mariage qui durait depuis des années.
Nous avons identifié au moins 3 autres femmes dans différents pays qui ont épousé des hommes correspondant à la description de Tristan, expliqua le détective Durand lors de notre réunion au cabinet de Maître Leclerc. Même méthode. Court éclair, mariage rapide, accès aux finances, puis disparition. Nous pensons que Tristan et Amandine travaillent en équipe. Les photos de surveillance qu'il me montra étaient dévastatrices. Tristan et Amandine dînant à Monaco, se tenant la main et riant. Tristan entrant et sortant d'un appartement qui était clairement leur domicile commun. Le plus accablant, des photos d'eux dans une banque où Amandine attendait dans la voiture pendant que Tristan entrait avec ce qui semblait être des documents financiers. Il utilise votre acte de mariage et des documents falsifiés pour s'établir comme votre mari légal auprès des institutions financières, expliqua Maître Leclerc. Le plan semble être de vider vos comptes, puis de demander le divorce en vertu du contrat de mariage, en prétendant que vous avez été infidèle ou que vous avez abandonné le domicile conjugal. Comment est-ce possible, demandai-je. J'aurais remarqué de l'argent manquant sur mes comptes. Le détective Durand sortit un autre dossier. Il a été plus sophistiqué que ça. Il a ouvert de nouveaux comptes en utilisant votre numéro de sécurité sociale et votre acte de mariage, puis a demandé des lignes de crédit adossées à votre héritage. Il n'a pas encore touché à vos comptes existants car cela déclencherait des alertes immédiates. Mais il a créé une identité financière parallèle qu'il peut vider d'un seul coup. L'ampleur de la tromperie était à couper le souffle. Tristan planifiait cela depuis des mois, peut-être même avant notre rencontre. Chaque geste romantique, chaque déclaration d'amour, chaque moment de bonheur apparent avait été calculé pour me manipuler et me mettre dans la position parfaite pour être volé. Il y a autre chose, dit le détective Durand, l'expression sombre. Amandine n'est pas seulement sa femme. C'est sa sœur. La pièce se mit à tourner autour de moi. Quoi? Amandine Wilson est née Amandine Dubois. Ils montent des escroqueries au mariage ensemble depuis au moins 5 ans. Elle donne de la légitimité à ses opérations en jouant le rôle de l'épouse dévouée à la maison pendant qu'il cible des femmes riches dans d'autres pays. J'en eus la nausée. Les appels téléphoniques intimes que j'avais entendus, les déclarations d'amour, les photos romantiques, tout cela faisait partie d'un partenariat criminel incestueux qui me donnait la chair de poule. Maître Leclerc se pencha en avant. Justine, nous avons assez de preuves pour les détruire tous les deux. Tristan fera face à des poursuites pénales pour escroquerie en bande organisée, usurpation d'identité et bigamie. Amandine sera inculpée en tant que complice. Mais nous devons les surprendre en train d'accéder réellement à vos fonds. Comment fait-on? Le détective Durand eut un sourire sombre. Nous allons leur donner ce qu'ils veulent. Vous allez demander le divorce comme Tristan l'espère, mais au lieu d'utiliser son contrat pour vous voler, nous allons l'utiliser pour le piéger. Le plan était d'une simplicité élégante. Je demanderai le divorce pour mésentente, jouant le rôle de l'épouse au cœur brisé qui voulait simplement sortir de ce mariage. Tristan se sentirait confiant que son plan fonctionnait et agirait rapidement pour accéder au compte financier qu'il avait créé. Les agents de la police judiciaire l'attendraient. Êtes-vous prête? Demanda Maître Leclerc. Une fois que nous aurons lancé la procédure, il n'y aura pas de retour en arrière. Tristan sera arrêté et la vérité sur votre mariage deviendra publique. Je pensais aux 2 derniers mois de confusion et de rejet, aux mensonges élaborés et à la manipulation, à l'héritage de ma grand-mère utilisé comme appât dans un plan criminel. Je suis prête, dis-je. Mettons fin à cette mascarade une fois pour toutes. Le palais de justice de Lyon était en pleine effervescence le matin où j'ai déposé ma demande de divorce, mais je me sentais étrangement calme en montant les marches avec Maître Leclerc à mes côtés. Le détective Durand s'était positionné de l'autre côté de la rue, prêt à alerter les agents dès que Tristan mordrait à l'hameçon. J'avais fait signifier les papiers du divorce à Tristan la veille au soir, jouant le rôle de l'épouse dévastée qui ne supportait plus la distance dans notre mariage. Sa réaction avait été parfaite. Surprise, douleur, puis une acceptation résignée dont la fausseté me donnait la chair de poule. Je suis désolé que nous en soyons arrivés là, avait-il dit, me serrant dans ce que je reconnaissais maintenant comme une étreinte calculée. Je sais que je n'ai pas été le mari que tu méritais. Peut-être qu'un peu de temps séparé nous aidera tous les deux à savoir ce que nous voulons vraiment. L'enregistreur dans ma poche avait capturé chaque mot mensonger.
Maintenant, alors que Maître Leclerc déposait les documents qui allaient officiellement dissoudre mon mariage factice, mon téléphone vibra avec un SMS du détective Durand. Il bouge. Il est entré à la première banque nationale du centre-ville avec Amandine. Les agents sont en position. Mon cœur s'emballa en imaginant Tristan passer enfin à l'action, se sentant probablement confiant que son plan avait parfaitement fonctionné. Il pensait qu'il était sur le point de partir avec mon héritage, me laissant avec rien d'autre qu'un contrat de mariage frauduleux et un cœur brisé. C'est fait, dit Maître Leclerc, me tendant des copies de la demande de divorce. Selon la loi, il a 1 mois pour répondre. Mais quelque chose me dit qu'il n'en aura pas l'occasion. Mon téléphone vibra à nouveau. Colis livré. Les 2 cibles sont en garde à vue. Vous pouvez rentrer chez vous, Justine. C'est fini. Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer librement. L'homme qui m'avait manipulé et menti, qui avait prévu de me voler et de disparaître, faisait enfin face aux conséquences de ses crimes. L'audience de mise en examen eut lieu 2 semaines plus tard au tribunal, et je m'assis dans la galerie, regardant Tristan et Amandine être amenés dans la salle d'audience en combinaison orange et menottée. L'assurance de Tristan s'était complètement effondrée. Son visage était pâle, ses mains tremblaient, et il regardait autour de la salle comme s'il ne pouvait pas croire où il avait atterri. Les accusés, Tristan James Dubois et Amandine Marie Dubois, sont inculpés d'association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie, d'usurpation d'identité et de bigamie, annonça le procureur. L'accusation soutient que les prévenus ont dirigé une entreprise criminelle ciblant des femmes fortunées pour des mariages frauduleux conçus pour voler leurs actifs. Lorsque les yeux de Tristan croisèrent les miens à travers la salle, je vis le moment exact où il réalisa que j'avais tout su depuis le début. Le choc sur son visage fut rapidement remplacé par quelque chose qui ressemblait à de la panique alors que tout le poids de sa situation s'abattait sur lui. « Monsieur le juge », dit l'avocat commis d'office de Tristan, mon client maintient son innocence et demande à être placé sous contrôle judiciaire. Le procureur se leva immédiatement. Monsieur le juge, Monsieur Dubois présente un risque de fuite et a démontré une propension à créer de fausses identités et des relations financières frauduleuses. L'accusation demande qu'il soit maintenu en détention provisoire. Amandine était assise à côté de lui, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle réalisait que leur partenariat criminel était terminé. Les appels intimes, les photographies romantiques, la tromperie élaborée qui avait été leur gagne-pain. Tout cela était maintenant des preuves, la démonstration d'une conspiration criminelle inquiétante qui les enverrait tous les 2 en prison pour des années. La voix du juge fut sévère lorsqu'il refusa la libération pour les 2 accusés. Les preuves présentées suggèrent une entreprise criminelle sophistiquée qui constitue un danger continu pour la communauté. Les 2 prévenus seront maintenus en détention provisoire en attente de leur procès. Alors que les gardes emmenaient Tristan, il se retourna une dernière fois vers moi, son visage un masque de défaite et d'incrédulité, comprenant que son plan parfait l'avait complètement détruit. Tristan Dubois a été condamné à une peine de 12 ans de prison pour son rôle dans la conspiration d'escroquerie au mariage, tandis qu'Amandine a écopé de 8 ans pour sa complicité. L'enquête a révélé qu'ils avaient volé près de 2 millions d'euros à des victimes dans 6 pays différents. De l'argent qui a été récupéré et restitué aux femmes qu'ils avaient ciblées. Leur entreprise criminelle s'est complètement effondrée lorsque d'autres victimes, inspirées par mon cas, se sont manifestées pour obtenir justice pour leurs propres expériences avec les stratagèmes manipulateurs du frère et de la sœur. La réputation de Tristan a été détruite à jamais lorsque la couverture médiatique l'a rendu célèbre comme l'un des prédateurs conjugaux les plus calculateurs de mémoire récente, s'assurant qu'il ne pourrait plus jamais manipuler de femmes vulnérables en quête d'un amour sincère. J'ai célébré ma victoire judiciaire en toute discrétion, en dînant avec ma sœur et mes amis proches qui m'avaient soutenu tout au long de l'enquête et du procès. En repensant à mon parcours, de jeune mariée confuse à survivante déterminée, j'ai réalisé que la trahison de Tristan, aussi dévastatrice soit-elle, m'avait appris à faire confiance à mon instinct et à me battre pour moi-même lorsque quelque chose semblait anormal. La vengeance que j'avais cherchée ne visait pas seulement à le punir. Il s'agissait de reprendre mon pouvoir et de m'assurer qu'aucune autre femme ne tomberait victime de ses mensonges.